pense que c'est l'exercice d'un droit bien légitime. Ce n'est pas de la part du gouvernement que vous pouvez attendre une condamnation de l'exercice d'un droit légitime, reconnu à tous. Un Congolais, quel qu'il soit, ONG ou personne physique, a le droit de s'adresser aux institutions congolaises qui ont qualité de saisir la Cour constitutionnelle sur des questions de cette nature-là. Donc, pour l'instant, il faut attendre que le gouvernement et le Parlement puissent statuer sur cette requête, si tant est qu'elle a été déposée, et nous pourrons faire tous les commentaires imaginables par rapport à la décision qui aura été prise au niveau de l'institution qui est concernée. Donc nous sommes en démocratie. Je ne vois pas pourquoi nous dirions que nous approuvons ou que nous désapprouvons une démarche d'un Congolais, personne physique ou personne morale, qui veut passer par les institutions pour résoudre un problème que lui considère comme important et qui est par nature un problème institutionnel. En ce qui concerne le silence du président qui est condamné par un de nos compatriotes membres de l'opposition ou du G7, je ne sais pas depuis quand est-ce que les gens n'ont plus le droit de garder le silence sur eux-mêmes. On a le droit de parler, je pense qu'à fortiori, on a le droit de garder le silence. Est-ce qu'il y a une disposition dans la Constitution, dans la loi, qui oblige un président à parler d'un problème parce qu'un groupe de citoyens, parce que le G7 c'est un fait privé comme la majorité, comme l'opposition, comme n'importe quel parti, parce qu'un groupe privé exige qu'il en parle. Je peux aussi demander au président de parler aujourd'hui des problèmes qui m'intéressent moi personnellement. Il a le droit de me répondre positivement ou négativement. Donc c'est une démarche individuelle. Là aussi, le président décidera de quand, comment il s'exprime. Et le président n'est pas à la disposition ni du G7, ni de l'opposition, ni même de la majorité, puisque je peux vous dire, je vous l'ai dit ici, il a convoqué le dialogue sans même nous en parler à nous. Il nous a donné l'information qu'en sa qualité d'institution, il a décidé d'aller à la rencontre d'une revendication qu'une partie de l'opposition faisait, et nous avons appuyé cette initiative-là du président de la République. Maintenant, le G7 a le droit de vouloir que le président rompe le silence, et le président a le droit de ne rompre le silence que quand il décidera. Je ne pense pas qu'au plan légal, il y ait une obligation quelconque à ce que quelqu'un qui n'a pas des choses à dire puisse les dire parce que quelqu'un exige qu'il le dise, parce que s'il ne le dit pas, il se passerait quoi? Il se passerait des procès d'intention? Je ne pense pas qu'en démocratie, les choses fonctionnent de cette manière-là. Hein, je peux demander à une jeune fille de me dire si elle veut se marier avec un de mes amis, mais au nom de quoi je dois lui demander une réponse? Elle peut dire qu'elle n'a pas envie de répondre, tout comme elle peut vouloir répondre. Donc respectons la démocratie. Le G7 veut la démocratie, il faut aller jusqu'au bout. Donc respecter le président de la République dans ses droits démocratiques aussi. Il a le droit de garder le silence jusqu'au moment où il estime que la loi l'oblige à parler, et je ne vois pas quelle disposition de la loi oblige quelqu'un à parler. La loi n'oblige que les candidats président de la République à s'exprimer à une période donnée qui n'est même pas encore advenue. Alors là, on nous dit qu'il faut que quelqu'un s'exprime sur sa non-candidature. C'est quelle disposition de la Constitution? Quelle disposition de la loi? Donc vous voyez qu'il est facile de annoncer tout le temps sur la Constitution, sur la loi, mais l'application devient un problème difficile. Il faut respecter les droits des gens. Les gens ont le droit de ne pas parler ou de parler. Et cette disposition n'existe nulle part, dans aucune loi de notre pays. Voilà ce que je peux dire. C'est Marthe Bostouandoulé pour l'agence France Presse. Monsieur le ministre... de diverses parts, notamment d'une partie de l'opposition. Le dialogue n'est pas une institution qui est consacrée dans la Constitution comme telle. On a demandé dans la Constitution au chef de l'État d'assurer un leadership cohérent, d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Il lui est apparu que pour permettre
que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et que nous ne puissions pas répéter les dysfonctionnements que nous avons constatés en 2006 et en 2011, il était bon d'aller au-devant de la réclamation qui a été faite par un parti de l'opposition. Il a donc pris cette initiative, il a consulté la classe politique, il a consulté la société civile, il vous a consulté, il a consulté tout le monde et il a pris cette initiative. Mais on ne peut pas affirmer que les élections, qui sont une catégorie institutionnelle, qui sont une obligation constitutionnelle, dépendent du dialogue. Les élections se dérouleront conformément à la Constitution. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de bonnes élections. On a eu des élections en 2006, il n'y a pas eu de dialogue. On a eu des conséquences que nous avons tous déplorées, des pertes en vies humaines. Il y a eu des élections en 2011, conformément à la Constitution. Sans qu'il y ait eu dialogue, on a eu des conséquences néfastes. Ce qu'on essaye maintenant, c'est qu'il y aura des élections. Les élections sont inéluctables, dialogue ou pas dialogue. Donc, les exemples de 2006 et 2011 vous prouvent que les élections sont inévitables, inéluctables. Personne n'a dit que sans dialogue, il n'y a pas d'élection, mais les élections seront meilleures, pourront être fiables, puisqu'elles n'ont de sens que si elles sont fiables, que si elles sont transparentes, que si elles sont démocratiques et que si elles sont apaisées. Et qu'on remplira mieux ces conditions-là si et seulement si nous allons au dialogue pour prendre de bonnes résolutions, nous donner à nous-mêmes de bonnes recommandations et faire en sorte de prendre en compte toutes les contraintes que ceux qui sont chargés de l'organisation des élections mettent sur la table et qui ne sont pas en mesure seuls de résoudre sans l'apport d'autres institutions, sans l'apport de changements de comportement au sein de la classe politique, au sein de la société civile. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre les deux catégories. Il y a la catégorie politique et puis il y a la catégorie institutionnelle qui est totalement incontournable. J'espère avoir répondu à votre question. Par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Vous avez suivi avec nous tout